Mon nom est Michel Filion, je serai votre maître de cérémonie ce soir. Je travaille ici, j'ai le bonheur de travailler à HEC Montréal depuis plus de 10 ans maintenant et d'être directeur du recrutement et marketing d'un programme extraordinaire, le Executive MBA McGill HEC Montréal, depuis les tout débuts. Alors, en 2007, décembre 2007, le premier étudiant, Patrick Truong, de la première cohorte qui a été choisi. Et maintenant, il y a ici dans la salle des gens de la cohorte qui vont débuter en septembre prochain. J'en vois quelques-uns. Alors, bienvenue chez vous. Et bienvenue à tous les autres, les gens des cohortes qui sont diplômés depuis 2008. Et également, tous nos invités, vous êtes également chez vous à HEC Montréal. Nous avons la chance ce soir d'avoir des panélistes qui sont chevronnés, certaines et un est diplômé du Executive MBA. Et bien sûr, nous avons deux personnes qui sont des amis du programme et je vais vous les présenter. Nous allons commencer par Louise Saint-Pierre. Louise Saint-Pierre a été nommée 2 fois parmi les 100 Canadiennes les plus influentes selon le Women Executive Network, qui se consacre à l'avancement et à la reconnaissance des femmes occupant des postes de gestionnaires, de directrices, de professionnels et d'administratrices. Louise Saint-Pierre, marraine de la cohorte actuelle de l'Executive MBA McGill HEC Montréal et membre du conseil consultatif de l'Executive MBA, a récemment été nommée, parce que, comme certains d'entre vous et certains d'entre vous, Louise a beaucoup d'affection pour l'art, a été récemment nommée présidente du conseil d'administration du domaine Forget dans Charlevoix. Elle a occupé le poste de PDG de Cogeco Connexion pendant plus de 3 ans. Auparavant, elle avait occupé plusieurs postes de vice-présidence dans les secteurs de technologie, de l'information, du service à la clientèle et des opérations au sein de Cogeco. Avant de se joindre à Cogeco, elle a œuvré dans l'industrie de la consultation au Québec. Et Louise, elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce, sciences administratives et une majeure en finance marketing de l'Université McGill. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement Louise Saint-Pierre. Bonjour, bonsoir à tous. Il fait tellement beau. Vous devez avoir hâte d'aller sur une terrasse, prendre un rosé ou un champagne. Il va faire clair tard ce soir, alors on va tous être bons. Alors, bonjour et merci de l'invitation. Merci Michel, merci Stéphanie, merci à toute l'équipe EMBA, puis félicitations à vous tous d'être ici ce soir. Prendre ce temps précieux pour discuter et entendre parler de gouvernance, sujet très, très cher à mon cœur et à notre cœur, les gens du panel. Vous réalisez certainement de nos jours que vous êtes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés dans la vie. Qui dit privilège dit donc responsabilité et attente, et de grandes attentes. Et certainement une bonne gouvernance, la bonne gouvernance dans vos études, auprès de vos entreprises et dans votre style de vie. On va en parler beaucoup ce soir. La gouvernance, pour moi, c'est un tout. Personnellement, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. C'est très jeune. Dans notre entreprise familiale, une épicerie Métro, dans l'est de la ville de Montréal. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants et mes parents me faisaient énormément confiance. Chaque année, il allait dans le sud. Petite fille, 13 ans, t'es en charge de l'épicerie, vas-y. Ça te prépare à se dire, je pense que j'ai besoin de gouvernance. Lorsque j'étais étudiante à McGill en sciences administratives, je travaillais pour la Banque Scotia, dans le temps on disait la Banque Nouvelle-Écosse. Toute une école pour apprendre les règles d'affaires, les processus rigoureux. Quoi de mieux qu'une banque pour se faire du muscle intellectuel et d'organisation? Alors, diplôme obtenu de McGill, j'ai accepté un poste chez IBM, surtout au niveau du service à la vente, du marketing et de la gestion,
très, 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 très tôt dans ma carrière, je suis devenue gestionnaire et j'ai commencé à apprendre toutes les améliorations de processus ITIL. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans TI. Alors, comment on fait des gestions d'incidents, comment on fait des gestions de changement, comment on fait des gestions de configuration. Tout ça encore, ça amène beaucoup de rigueur, de discipline, puis tranquillement, ça nous amène vers une pensée de gouvernance, une pensée d'organisation. Vous savez que tout ITIL avait été formé par British Telecom il y a plus de 40 ans. Alors, la gouvernance, c'est pas nouveau. Maintenant, ça prend une volonté de faire pour les mettre en place. Alors, besoin de changement, me joins à DMR, gère de grands projets, devient vice-présidente pour l'Ouest canadien, implante le macroscope qui était justement un outil de gestion de projet encore avec la gouvernance, avec des outils, avec la documentation pour nous aider à bien gérer et surtout protéger les investissements de nos clients. Il faut penser à nos clients. Une bonne gouvernance, ça rend de bons résultats à des clients. Alors, après 13 ans chez DMR, Louis Audet me téléphone alors que j'étais à Calgary et m'offre le poste de CIO, chef des technologies chez Cogeco. Et pas longtemps après, j'ai demandé « Ah non, je vais être VP vente, je vais être VP opérationnel, je veux m'en aller en Ontario, je veux devenir VP principal. » Et après ça, je suis devenue présidente. Alors, j'ai demandé. Mais c'était à cette époque-là où il y avait Sarbanes-Oxley. Il y avait 698. Il y avait des problèmes importants aux États-Unis au niveau de gouvernance des entreprises. Il y avait des femmes formidables qui ont levé la main et qui ont dit, écoutez, ça ne va pas, les gens, les outils sont en place, mais les gens ne les implantent pas, ils ne font pas attention, ne protègent pas leur entreprise et ne protègent pas leurs clients. Alors, comme disait Michel, je suis maintenant présidente de conseil d'administration. J'ai pris ma retraite de Cogeco en novembre 2016. Après 18 ans, c'était le temps. Et j'adore et je suis encore à temps plein en toutes sortes de gouvernance. Alors, gouvernance, comme présidence du domaine Forget, je viens de tout réorganiser les comités. Ils me trouvent dérangeante. Je suis administratrice CA Québec, marraine du programme, Ange investisseur Ange Québec. Alors, tout à l'heure, avec Caroline, on va parler de gouvernance quand on est président d'une entreprise, gouvernance quand on est administrateur sur des conseils d'administration et gouvernance quand on est président de conseil où vous êtes le numéro 1111. Vous avez une lourde responsabilité et c'est lourd, mais c'est le fun. C'est tellement emballant. Moi, je vous recommande de vous impliquer le plus tôt possible dans votre carrière sur des conseils d'administration. Choisissez des causes, demeurez impliqué, même si vous prenez votre retraite, et je vous souligne l'importance d'accuser les injustices que vous voyez dans les organisations. Il faut les identifier, il faut les accuser, il ne faut pas les laisser faire pour imaginer un monde meilleur. Alors, peu importe la cause qu'on défend, il faut se battre. Il faut se battre pour la parité homme-femme. Michel Blais-Lycée, chez Cogeco, j'avais mis moitié homme, moitié femme comme vice-président. Il faut se battre pour la diversité. Quand on fait un recrutement, il faut exiger de la diversité. Il faut travailler avec les chasseurs de tête pour dire « c'est pas vrai, je veux de la diversité parce que je veux de la qualité sur mes conseils d'administration. » Il faut se battre contre des préjugés. On a tous des préjugés. Il faut réaliser qu'on a des préjugés. Il faut se remettre en examen. Et il faut bien comprendre l'importance d'assumer notre propre identité. On parle de diversité, mais il faut parler d'identité. Hein? Il y a hommes, femmes, jeunes, vieilles. Je peux vous dire, quand on vieillit, il faut se battre encore un petit peu plus comme identité. Des petites, des grosses, des petits, des gros, des catholiques, des juifs, des musulmans, des hétéros, des gays. De plus en plus, on se rend compte que la diversité, il y a une question d'identité, puis on a chacun une identité propre, puis on a chacun quelque chose qu'il faut défendre au niveau des injustices. Alors, c'est une carrière toujours bien remplie. La carrière, c'est une aventure pleine de surprises. On doit s'imposer, on doit prendre sa place, on doit respecter les autres, on doit demeurer curieux, mais on doit assumer tout ça. Puis quand on parle de gouvernance, il faut faire ça en respectant nos valeurs. Alors, les valeurs d'intégrité, il faut respecter les lois et les règlements. C'est excessivement important. Ça fait partie de la gouvernance, l'intégrité.
le respect des autres. Quand on est en charge d'un conseil d'administration, il faut donner de la place à tout le monde. Il faut respecter, il faut écouter. Il faut parler de collaboration. Il ne faut pas parler de compétition. Un tout, une collaboration, on peut déplacer des montagnes et toujours avoir le souci de notre clientèle. Alors, je vous souhaite une bonne gouvernance. Louise va se joindre au panel puisqu'elle a, justement, quand on commence à travailler à 13 ans, et puis on est aussi passionné que Louise, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager. Alors Louise, je t'en prie, tu peux t'asseoir juste au bout ici de l'allée. Parlant de femmes passionnées, mesdames et messieurs. La prochaine est celle qui a accepté très gentiment, parce qu'évidemment, ce sont des gens occupés, d'être la modératrice de ce panel. C'est une personne que j'ai la chance de connaître personnellement depuis maintenant, les années filent, quelques années, et sa passion, tu as parlé de cause, de s'engager, et elle s'engage totalement pour sa cause qui est la gouvernance au féminin. Caroline Cody, née à Beyrouth, Caroline Cody est une citoyenne du monde, une citoyenne du monde. Elle parle couramment 4 langues et a vécu sur 3 continents. Conférencière très en demande, Caroline croit fermement à l'importance de redonner à la communauté. Elle a siégé à un grand nombre de conseils et comités et a fondé la gouvernance au féminin en 2010. Un OBNL dont la mission est de soutenir les femmes dans leur développement de carrière et leur accession dans des conseils d'administration. Après 25 ans dans le monde corporatif, dont la dernière décennie dans des postes exécutifs, Caroline se consacre désormais exclusivement à la gouvernance au féminin afin de faciliter l'accession des femmes dans les organes décisionnels des entreprises et d'accélérer ainsi l'atteinte de la parité au Québec et au Canada. Ça continue, mais je crois, Caroline, que c'est tellement exceptionnel qu'on va t'applaudir maintenant, puis je t'invite à monter sur scène. Et notre panéliste, une autre femme avec énormément d'intérêt pour ce qu'elle fait, et je trouve mes feuilles ici, je ne suis qu'un homme, il faut me pardonner. Josée Duplessis, mesdames et messieurs, est chef de cabinet pour le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada. Elle a été conseillère municipale de la Ville de Montréal de 2005 à 2013. Elle a été responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, puis présidente comité exécutif. De 2014 à 2016, elle a été présidente de Recy Québec. Elle est sociologue de formation et c'est une environnementaliste convaincue et adepte du vélo. C'est aussi une diplômée 2016 du Executive MBA et mentionnons que Josée Duplessis a enseigné l'impact social et environnemental à des industries à l'École de technologie supérieure et mis sur pied une troupe de théâtre qui a sensibilisé plus de 150 000 enfants à la pratique de l'environnement au quotidien. S'il vous plaît, accueillez Josée Duplessis. On a gardé une autre femme remarquable, puis on a gardé notre homme pour la fin. Il y a beaucoup d'énergie parmi cette femme. C'est un autre dénominateur commun, la passion, l'énergie. Ginette Mayotte, Executive MBA, collation 2014. Gestionnaire qui a su développer ses talents quant à la passion qui dicte le bien-être et les succès. Elle a tracé son chemin de courtier à gestionnaire, de gestionnaire à actionnaire, d'actionnaire à présidente et propriétaire de la Turquoise, l'une des 10 plus grandes maisons de courtage en assurance de dommages au Québec. En janvier 2015, elle vend la Turquoise pour découvrir d'autres industries et élargir ses connaissances avec l'intention de redonner à la société. Elle siège sur le CA de la Turquoise pendant 2 ans,
devient membre actif d'Ange Québec avant d'agir comme administratrice et d'être nommée tout récemment vice-présidente du CA, tout en étant membre de l'exécutif. Rôle important, en février 2016, elle devient présidente du CA de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, pour ainsi mettre à profit son dynamisme et son expertise au service de sa MRC. Et ici, je dois lire quelque chose qui est important pour nous tous, qu'il ne faut jamais oublier, je trouve ça remarquable. Elle dit « Je suis aussi une femme, une mère, une grand-mère, une fille, une sœur comblée. » Accueillez Ginette Maillat. Et finalement, notre homme. Je ferai remarquer qu'il est frisé en plus. Guillaume Lavoie est associé et responsable des groupes Lavery Capital, capital de risque et gestion de placement, et fusion et acquisition. Il est membre du conseil d'administration du cabinet. Sa pratique est axée principalement dans le domaine du capital d'investissement privé et du capital de risque, dans le cadre de lequel il a développé une expertise considérable dans la mise en place de fonds d'investissement, fonds de capital, private equity, ainsi que capital de risque et de couverture, les fameux hedge funds. Il agit régulièrement à titre de conseiller juridique et principal pour des gestionnaires de fonds dans le cadre de leur levée de fonds et de leur investissement au Canada, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. En 2015, le magazine L'Expert, publication consacrée au domaine de droit et des affaires, a reconnu Maître Lavoie comme étant l'une des étoiles montantes, Rising Stars, parmi les avocats chefs de file de moins de 40 ans. Maître Lavoie, Guillaume, pour nous, la famille IMBA, est un diplômé 2016. Accueillez Guillaume Lavoie. La parole est à toi, Caroline. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci à tous nos panélistes d'être ici. Merci à Guillaume de se prêter au jeu, sachant qu'en fait, quand on regarde notre groupe ici, tu représentes 20% du groupe, ce qui ressemble un peu aux tables de conseil d'administration des grosses sociétés du TSX 60. Si on regarde les 500 plus grosses entreprises au Canada, dans les faits, c'est même pas ça. Tu aurais un 3/4 de Guillaume, si on voulait voir ça dans l'autre sens, évidemment, Guillaume représentant les femmes et nous représentant les hommes. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, la prise de décision au Canada aujourd'hui. Alors, moi, je suis ravie d'avoir la chance de modérer ce panel avec des gens aussi expérimentés. On a tellement de choses à vous dire, mais le problème, quand on a des gens aussi expérimentés, c'est que le temps de finir les bios, on va passer à la période questions-réponses. Donc, on a énormément d'angles et c'est sûr que moi, je suis un petit peu biaisée et que l'angle de la diversité, c'est celui qui m'intéresse le plus, mais on a énormément de choses. Et je vais commencer avec celui-là. Guillaume, parmi les points de vue que tu énonçais dans nos discussions avant le panel, tu trouvais important qu'autour d'une table de conseil d'administration, il y ait des points de vue différents. Tu avais énoncé évidemment des femmes, tu avais énoncé des jeunes, des personnes de différentes industries. Alors, on va commencer par toi. Bien, merci beaucoup, Caroline. Moi, vous le savez sans doute, Michel l'a mentionné tout à l'heure, je suis avocat, je pratique, oui, auprès des fonds d'investissement, mais pendant longtemps dans le domaine de la gouvernance. Puis une des choses, lorsque récemment j'ai été amené à être au conseil d'administration de notre cabinet, ce qui m'a été amené à constater, c'est de dire, on peut être un spécialiste en gouvernance, parce que je n'étais pas le seul, on en est plusieurs au cabinet, mais on peut être un cordonnier mal chaussé. Et je suis arrivé, je me suis joint à un conseil d'administration où il y avait une seule femme élue, une autre qui était là d'office, et à peu près pas de diversité, tous des avocats. En fait, tellement que lorsque j'étais devenu associé, même on m'avait demandé « C'est quoi ton commentaire? » Ça faisait quelques mois à peine, j'étais associé au bureau, on m'avait demandé « C'est quoi ton commentaire sur la composition actuelle du conseil d'administration? » Et j'avais répondu « Je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes blancs. » C'était évidemment un peu de sarcasme pour dire que ça manquait un peu de diversité. C'est ce que j'ai remarqué à différents degrés lorsque j'ai joint le conseil d'administration, c'est qu'on a beau être un expert en gouvernance, la gouvernance, en théorie, c'est beau, mais dans la pratique, ça ne s'invente pas dans le cerveau. Ça prend des gens qui ont des points de vue différents, ça prend de la diversité. Oui, ça prend des femmes, et je pense qu'on va en parler beaucoup ce soir, et je pense que c'est extrêmement important. Moi, je suis un
de ceux qui font beaucoup la promotion. Et je pense que même au niveau législatif, au niveau des lois, il y a des changements qu'on peut faire de ce côté-là. Mais je pense que la diversité s'incarne à différents aspects. Tu l'as mentionné, Caroline, les jeunes. J'ai 34 ans. Moi, au bureau où je suis, je pense que ça a été dans l'industrie des cabinets d'avocats. Je n'ai pas fait de recensement, mais je suis à peu près certain qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai été très heureux de voir que mes associés m'ont fait confiance. Je pense que c'est un mouvement qui doit se faire, d'avoir plus de jeunes. Donc ça, c'est un aspect de diversité. Je pense qu'on amène un point de vue différent. J'ai été très heureux de voir que le gouvernement du Québec a été un peu dans la même direction lorsqu'ils ont modifié la loi là, sur la gouvernance des sociétés d'État pour essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins une personne sur les conseils des sociétés d'État qui soit un jeune. Mais aussi, puis on pourra sans doute en reparler davantage ce soir, au niveau des points de vue. Je pense qu'il y a différents types d'organisations qui ont la chance, par leur nature inhérente, leur ADN, d'amener des points de vue différents. Mais je voudrais peut-être finir mon point en mentionnant qu'une des choses pour lesquelles c'était très difficile dans un bureau d'avocat, c'est je pense que ça s'applique à beaucoup d'entreprises qui ne sont pas publiques. On est dans une industrie où on pense un peu détenir la vérité, on pense qu'on est une industrie différente et chacun qui était sur le conseil se dit ça prend des avocats sur le conseil parce qu'on est les seuls à comprendre comment faire le droit. C'est pas vrai. Ça prend dans toute gouvernance, ça prend des points de vue différents. Quand on parle de diversité, c'est vraiment dans tous les aspects. Ça prend des gens qui viennent de d'autres milieux qui ont des points de vue différents. Et ça, quand on parle de diversité, il faut vraiment comprendre que, et nous, on a amené, et j'essaie de wrap-up rapidement, mais on a amené notre nouvelle CEO, est une femme qui a été 10 ans à l'extérieur de l'industrie du droit et elle amène un point de vue maintenant de l'extérieur qui est complètement différent. Et toutes les organisations qui sont comme les bureaux d'avocats qui ont des gens juste parce qu'ils pensent que leur industrie est différente, qui ont des gens juste de leur industrie, diversité. Ça prend des gens avec des points de vue différents, c'est extrêmement important. Ben, c'est un très bon point. Puis juste pour clarifier, pour ceux d'entre vous qui n'êtes peut-être pas au courant de ce que le gouvernement Couillard a mis en place il y a de cela quelques mois, c'est assez récent en fait, c'est que les sociétés d'État elles ont 5 ans pour intégrer un jeune par société d'État de moins de 35 ans, pour justement intégrer cette notion de diversité, pour dire que effectivement l'opinion des jeunes, quand on est un CA où tout le monde est un mâle blanc de plus de 55 ans et qu'on n'y comprend rien aux réseaux sociaux, au commerce électronique, peut-être qu'on est en train de rater le coche. Et avant cela, bien avant cela, une bonne décennie plus tôt, le gouvernement Charest avait mis la loi des quotas pour les sociétés d'État, donc exigeant la parité. Et donc les 22 ou 23, selon à qui on parle, sociétés d'État ont la parité. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point, que ce soit Hydro-Québec, SAQ ou autres, ont réussi à trouver ces femmes que tous les autres disent qu'ils ne peuvent pas trouver. Donc, en d'autres termes, on légifère, on trouve les femmes, on ne légifère pas, on trouve des excuses. C'est assez clair et on l'a vu au Québec, on le voit également si on se compare avec la France, qui a des chiffres qui ont augmenté de manière exponentielle. On était à 12% au Canada comme en France en 2010 et aujourd'hui on est à 15,9% au Canada et ils sont à 40%. Voilà, alors ça c'était mon mot sur les quotas, on pourra y revenir tantôt. Je voulais demander à Ginette, qui a une expérience d'entrepreneur, PME, etc. À ton avis, Ginette, comment est perçue dans le milieu des PME la gouvernance? Est-ce que c'est vu comme un plus, comme une valeur ajoutée, ou est-ce que c'est vu comme de la lourdeur et une obligation On n'en est pas là. On n'en est pas là. Mon expérience d'entrepreneur fait en sorte que j'ai été moi-même candidate à dire « Ah non, pas un CA dans mon entreprise, non merci. 1, c'est lourd. 2, ça a l'air que ça coûte cher. Il faut présenter tout le temps plein de documents, puis c'est juste des documents. Finalement, il ne se passe rien autour de ces tables-là. » Ce que j'ai appris, cependant, c'est tout à fait différent. Alors, j'ai été à une formation un jour et le formateur disait que j'étais une SARF, donc je veux aller toujours maximiser. Alors, OK, comment on peut maximiser un CA quand on est un entrepreneur? Alors oui, c'est vrai, ça coûte des sous. Oui, c'est vrai, ça exige une rigueur, ça exige une planification, une structure. Cependant, soyons avares. OK, comment je peux aller chercher le meilleur de tout ça? Alors, dans un premier temps, moi, je dirais, fixons-nous notre objectif. C'est quoi l'objectif que l'on veut atteindre en tant qu'entrepreneur?
en se créant un CA? C'est quoi la valeur ajoutée qu'on aurait besoin? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Donc, quand notre mission ou notre vision d'entreprise est bien claire, qu'on a un objectif clair à réaliser, OK, quelles sont les personnes externes à mon entreprise qui pourraient m'aider? Donc, là, je vous dis, osez. Osez rêver à celui qui vous inspire depuis tout le temps en IT. Osez demander à celui qui vous inspire depuis tout le temps en HR. Allez-y, osez demander. Souvent, ces gens-là, personne n'ose les solliciter. Alors, vous avez beaucoup de chances de réussir à avoir accès à des personnes d'une belle qualité qui vont apporter une valeur vraiment importante à votre board. Ça va vous amener une valeur ajoutée importante. Et en tant qu'entrepreneur, en fait, ce qu'on y voit, c'est, oui, on se souvient de ce que ça coûte, oui, on se souvient de l'énergie à préparer la documentation, à suivre la réglementation. Cependant, ça nous apporte, comme le disait, j'ai oublié. Guillaume. Oui, Guillaume. Comme le disait Guillaume, ça apporte beaucoup de richesse parce qu'on apporte des opinions tout à fait différentes et pas seulement du milieu dans lequel vous êtes, je vous en prie. Je jasais dernièrement avec un confrère du IMBA qui me disait que son board était constitué que d'associés de sa corporation, tout comme votre environnement. Alors, comment on peut enrichir notre CA et ou en créer un de toutes pièces pour s'assurer d'aller chercher la pleine valeur ajoutée? Et quand vous aurez fait ça et aurez réussi, parce que je sais que l'entrepreneur en vous va réussir à aller chercher la pleine valeur d'un CA, bien, vous allez regarder votre communication dans votre écosystème et va être nettement supérieure. Vos résultats vont être nettement supérieurs. La satisfaction de vos employés et de vos clients sera nettement supérieure. Alors, je vous invite à tenter de goûter ça et n'hésitez pas à construire votre CA de rêve parce qu'il est possible. Et important. Tout à fait. Merci beaucoup. José, quant à toi, on s'était parlé d'engagement citoyen. Louise l'avait mentionné tout à l'heure, l'importance de choisir ses batailles et puis de les mener à bien. On sait que pour aspirer à siéger dans un conseil d'administration d'envergure, il faut être passé par les OBNL. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, puis je ferai le pont avec ce que Ginette vient de dire parce que même dans la petite ou moyenne entreprise, pour recruter des gens sur des CA, c'est un peu comme un engagement citoyen que ces personnes-là vont prendre envers soit une entreprise à but lucratif ou sans lucratif. Moi, je siège sur des CA d'organisations sans but lucratif. Mon créneau de ma passion que j'ai développée, c'est l'environnement, parce que je suis une écolo dans l'âme. Fait que pour plusieurs raisons, c'est en même temps parce qu'on est privilégié, fait qu'on se doit un peu, pour diminuer les inégalités sociales, de redonner de notre compétence, mais en même temps, on apprend tellement. Ça fait 25 ans que je fais ça là, sur différents conseils d'administration d'organisations sans but lucratif. Et une petite organisation, quand le conseil est bien géré, on fait de la planification, on scrute les budgets, la planification stratégique, la vérification. C'est la même chose qu'une grande organisation. Petite ou grande, c'est géré de la même façon si elle est bien gérée. Donc, on a un apprentissage sur la globalité du fonctionnement des opérations, du recrutement, des ressources humaines, etc. Donc, on apprend et on redonne tout en même temps en ayant une passion. Et ces engagements-là, et je ne les ai pas faits pour ça, mais ces engagements-là m'ont donné la capacité de prendre des décisions. De prendre des décisions qui sont souvent très difficiles, parce que sur un conseil d'administration, quand la décision est facile, c'est par consensus, ça passe. Mais quand, là, on arrive à un point tournant où il faut prendre des décisions financières, où il faut mettre des gens à pied parce qu'on fait de la restructuration, où ça, c'est très difficile et on apprend à le faire dans ces organisations-là. Donc, ensuite, on a cette capacité-là et là, hop, on se retrouve à être une élue. Sur un conseil d'administration, c'est la même chose. Un conseil municipal ou un gouvernement, c'est une instance décisionnelle. Et en ce moment, je suis chef de cabinet d'un ministre fédéral qui a le plus gros département. Ce n'est pas moi qui siège sur le conseil des ministres, mais j'ai accès
au plus gros conseil d'administration du pays. Là. Ça gère le pays, le conseil des ministres. Alors, je crois que c'est l'ensemble de ces implications-là, dès que j'avais comme 20 ans, 21 ans, qui m'a amené à avoir une capacité de prendre un recul puis de toujours me poser des questions. Être sur un conseil d'administration, c'est sans cesse se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne action à prendre maintenant? Quel est l'échéancier? Donc, c'est un engagement citoyen de siéger sur des conseils d'administration. Et une excellente école en même temps. Oui. Très bon aussi pour le réseautage, évidemment. Louise, toi, tu as eu dans ton parcours ce que peu de gens ont eu finalement comme expérience, c'est-à-dire que tu as été à la fois administratrice, tu as été aussi présidente de conseil, tu as aussi été PDG. Alors, quelle est la différence sur un conseil d'administration quand selon les rôles que l'on occupe? Bien, il y a des grandes différences. À la bonne heure, maintenant, le chair du conseil, le président du conseil et le PDG de l'entreprise, c'est deux rôles. Hein? Parce qu'on se rappelle, il y a plusieurs années, souvent c'était la même personne. Ça doit encore exister, là, mais maintenant, c'est deux personnes différentes. Je pense que le président d'une organisation doit prendre du temps à développer son plan stratégique, faire ses budgets, recruter les bons employés, faire une équipe très, très forte. Il doit travailler avec le président du conseil à ce que le président du conseil aussi recrute des gens et se forme un conseil d'administration très fort parce qu'un mauvais conseil d'administration ou les mauvaises personnes du conseil d'administration qui n'aident pas le PDG dans la réalisation des objectifs, c'est l'enfer. Alors, le président a vraiment une responsabilité de travailler avec le chair pour former un bon conseil d'administration, pour l'aider justement. Et le président, le PDG, a une responsabilité de transparence et de donner l'heure juste, l'heure exacte au chairman et au reste du conseil d'administration. Il faut qu'il garde sa crédibilité parce qu'on se comprend, un PDG, c'est un siège éjectable. Hein? Tu rencontres tes chiffres un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4, 5, 6, tu ne l'as pas, tu n'es plus là. Hein? C'est des sièges éjectables. Alors, la relation président et chairman et les membres du conseil, elle est de plus en plus importante parce que la relation de confiance doit être établie et le ton du président fait toute une différence. Quand tu es administrateur sur un conseil qui est privé, public ou un OSBL, tu as une responsabilité d'adhérer à la stratégie et aux priorités. Tu as une loyauté par rapport au président du conseil et au PDG. Par contre, tu as une obligation de donner leur juste aussi et de crier aux injustices ou de ne pas signer l'état financier si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il y a dans les chiffres. Ce n'est pas un boys club. C'est rendu très, très, très sérieux au niveau des conseils d'administration parce qu'il y a une réglementation. Et à la bonne heure, pour la santé économique de notre pays, de notre province, de notre ville, je trouve que c'est sain ce qui se passe au niveau des organisations. Quand tu es président du conseil, d'un conseil d'administration qui soit encore privé, public ou SBL, tu as la responsabilité de la pérennité de l'entreprise. Alors, il y a des gens qui dépendent de toi pour leur poste, il y a des clients qui dépendent de toi pour leurs produits. Alors là, tu deviens avec une responsabilité accrue de développer une vision beaucoup plus à long terme que le PDG et de t'entourer d'administrateurs qui vont travailler avec toi dans la réalisation des objectifs. Encore, il faut que tu travailles avec le PDG dans ce cadre-là, mais choisir les bonnes personnes, excessivement clé. Fait que je pense qu'il y a quelques années, ça pouvait être négativement un boys club, mais je pense que c'est plus possible maintenant avec les réglementations, mais aussi avec les besoins qu'ont les PDG et les présidents de conseil d'administration de s'entourer de gens qui représentent leur clientèle, de gens qui représentent leurs employés, d'un comité de ressources humaines fort qui regarde la rémunération. Hein? On a vu des problèmes de ce côté-là dans les derniers mois. La rémunération du président du conseil, du président de l'entreprise, c'est hyper sérieux. Il faut que le comité de ressources humaines ait de l'autonomie de ce côté-là. Alors, c'est important, là, dépendant de l'industrie que tu es, tu as un comité artistique ou un comité d'ingénierie, le président a la responsabilité d'organiser. Alors, je trouve intéressant d'avoir fait les 3 groupes et c'est fascinant. C'est fascinant.
En fait, dans la même lignée que ce que tu es en train d'exposer, Louise, je voudrais demander à José qui mentionnait le double défi entre soutenir et challenger quand on est administratrice. Et d'un côté ou de l'autre, parce que moi aussi, j'ai joué des deux côtés de la table, là, et c'est le juste équilibre entre, quand on est au conseil d'administration, soutenir nos employés via le PDG ou la haute direction, et en même temps, le mandat des supervisés et des challengers. Donc, il faut avoir des mécanismes un peu, peut-être annuels, d'aller sonder les employés. On ne fait pas ça dans le dos du PDG, mais il faut comprendre la santé de l'organisation en faisant des comparables, en vérifiant avec les autres entreprises aussi, en étant très allumé. En fait, pour être sur un conseil d'administration, on en parlait tout à l'heure au cocktail, là, ça prend un certain type de personnalité. Il faut avoir la capacité de pouvoir lire l'environnement, géographie, spatiale, politique, en fait l'actualité. Parce que si on est sur un conseil d'administration puis on ne comprend pas que les actionnaires, ce sont finalement pas juste les clients qui achètent notre produit, mais l'ensemble des citoyens. Parce que si on fait des bévues, ça passe les réseaux sociaux et l'action peut chuter. Si on n'a pas des gens sur notre conseil d'administration qui sont capables de comprendre ces mouvements-là, ces mouvements sociaux qui sont en gestation, puis comment ils vont faire, quel mouvement va éclater, quel n'éclatera pas, puis quelle est notre responsabilité en tant qu'entreprise, on peut facilement tomber à la faillite très, très rapidement. Alors, oui, on devient body, puis il faut qu'il y ait une confiance qui soit établie entre les administrateurs, surtout le président, la présidente et la haute fonction publique. Dans mon cas, les dernières années, j'étais dans les administrations publiques, c'est la même chose. Mais en même temps, il faut se garder une réserve. On l'a vu dans différents scénarios de commission, que parfois, c'est quand on dit le Boys Club, c'est que les gens devenaient un peu trop amis. Alors, cette difficulté-là, ils n'étaient pas capables de passer outre puis de dire « Oh, tu es en train de faire des bêtises. Non, reviens à ton objectif, remets-moi tel rapport. » Et là, c'est là que l'entreprise peut en pâtir. Fait que c'est la juste équilibre entre... Et le soutien, c'est aussi de faire de la rétroaction constructive, mais de dire « Tu t'es planté là. Tu t'es planté, il faudrait que tu redresses. » Fait que ça, c'est très fin comme... Oui. C'est un exercice délicat. Très délicat. Là, je lance à Ginette ou Guillaume, celui qui veut. Comment on fait pour choisir un CA? Si, par exemple, on se fait soit on se fait approcher pour dire voilà, tel organisme, on aurait besoin de vous. Comment on fait son due diligence? Ben, moi, j'ai envie de dire, c'est en fonction de nos intérêts, ultimement. Parce que l'administrateur sur le conseil d'administration, je trouve que le pire enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est le laxisme et le désintérêt. Puis c'est beaucoup peut-être un manque de passion ou une banalisation du rôle de l'administrateur. J'ai presque envie de dire, moi comme avocat, en matière de gouvernance, je parle du devoir fiduciaire des administrateurs. J'ai presque l'impression qu'en 2017, si je parle de ça, j'ai l'air d'un disque brisé, j'ai l'air démodé. Une certaine époque, c'était in, c'était à la mode. Maintenant, c'est comme il y a eu de l'exagération, le balancier est revenu. On ne veut plus parler de ces choses-là, on en a trop parlé. Puis ça s'incarne aussi dans la façon dont les administrateurs vivent leur rôle au quotidien. Puis c'est probablement ce genre de choses-là qui mène à des fois des absurdités au niveau on a parlé, sans nommer qui que ce soit, mais on sait tous de qui on parle, de rémunération. Et je veux dire, quand je regarde ça, je me dis... c'est des gens qui sont qui ont énormément d'expérience, qui savent l'importance de regarder tout ça. Puis José en faisait allusion du Boys Club. Le Boys Club, il n'existerait pas si tout le monde prenait son rôle au sérieux. Puis ce laxisme-là qui s'est incarné, c'est parce que tout ça a été banalisé, c'est la pire chose. Et le pire ennemi de la banalisation et la solution demeure si l'administrateur est passionné de ce qu'il fait. Et dans l'entrepreneuriat et dans les OBNL, je pense que généralement, ils sont moins à risque
parce que les entrepreneurs sont très passionnés de ce qu'ils font. Les gens qui sont souvent sont sur des conseils de BNL aussi. Et je pense que ceux qui sont le plus à risque, c'est ceux qui sont appelés à être sur des conseils d'administration de sociétés d'État où il peut y avoir un certain prestige rattaché à ça. Je pense qu'il faut essayer de rattacher la position d'administrateur à la passion de l'entreprise, de l'industrie dans laquelle l'entreprise, du conseil sur lequel on siège. Ça doit être au centre de nos préoccupations. J'aurais le goût juste de rajouter la passion, l'intérêt, c'est primordial. Moi, je crois qu'il y a un due deal à faire au niveau des valeurs de cette organisation-là. Est-ce que j'y adhère, moi, en tant qu'administrateur? Et aussi, l'expérience de cette entreprise-là ou de cette OBNL-là qui aimerait te recruter, c'est quoi son passé, c'est quoi ses histoires, est-ce qu'il y a des risques d'erreurs et omissions graves ou d'administrateurs et dirigeants, tu sais, des risques latents qui sont là. Est-ce que je m'en vais me lancer dans un board ou auprès d'une organisation chez qui je vais devoir refaire tout, on parlait de si ça passe sur les réseaux sociaux, d'une notoriété négative. Donc, est-ce que je dois refaire tout ça? Donc, pour moi, c'est important de faire ce genre de due deal-là. Oui, que ça s'attache à nos intérêts, notre passion, oui, qu'on soit engagé sincèrement, mais les valeurs de l'organisation, les valeurs du président, si ce sont des valeurs auxquelles nous, on ne s'identifie pas du tout, alors peut-être qu'on risque de trouver des choses dans le conseil d'administration qu'on ne serait pas fier en tant qu'administrateur. Donc, je crois si tu permets, oui. Moi, je trouve ça important d'aller lire les biographies de chaque personne qui siège sur le conseil, puis de la haute direction, parce que notre propre valeur, là, c'est notre intégrité puis notre réputation. Oui, il y a le travail, hein, parce que si on ne travaille pas pour de vrai, on ne peut pas surfer sur du faux travail, ça finit par paraître, mais quand même, notre réputation, on en a juste une. Alors, on peut appeler. Alors, on peut faire quelques appels. On fait une recherche assez approfondie avant de s'embarquer dans quelque chose qui pourrait nous éclater au visage. C'est très, très important. Donc aussi, là, on parle de... C'est très exigeant en termes... Oui. Excuse-moi, Caroline. Vas-y. Puis c'est très exigeant en termes de temps. Ah oui. Tu vois, il y a des gens qui prennent 10 conseils d'administration, 14, c'est impossible. Tu ne peux pas être présent aux rencontres. Juste céduler les rencontres du conseil, puis y mettre un temps de qualité où tu peux lire justement les états financiers. Il faut creuser ça. C'est beaucoup de travail préparatoire. Il faut les interviewer, mais il faut investir un temps de qualité aussi. Alors justement, ça m'amène à ma prochaine question. Il y a ces personnes qui ont tendance à tout accepter, à vouloir mettre sur leur CV, qui sont partout sur tous les CA, etc., et qui, dans les faits, ne se pointent pas aux réunions, ne font pas leurs travaux, ne font pas leur part, et les gens autour de la table le voient. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Moi, ce que je suis en train de mettre en place, tu évalues les administrateurs d'un conseil d'administration comme tu fais une évaluation annuelle du personnel. Ouais. Alors, il y a des outils maintenant pas chers, très, très validés, qui sont des évaluations 360, où les administrateurs s'évaluent entre eux et il faut faire une évaluation annuelle de la contribution des administrateurs et du président du conseil. Fait que, c'est un moyen, l'évaluation. Il faut avoir le courage, si un de nos collègues travaille moins bien, d'adresser cette question avec le président. Oui, alors c'est ça, souvent c'est une question de courage, effectivement. Ceci étant dit, les mécanismes d'évaluation, c'est ce vers quoi on devrait tous tendre, mais dans les faits, ce n'est pas aussi répandu ça doit dépendre des niveaux de maturité des conseils d'administration des entreprises. J'imagine, ça dépend du niveau d'intérêt, mais du niveau de maturité des entreprises. En fait, est-ce que tu peux aussi nous décrire la différence entre un CA d'OBNL, de société publique, de société privée, au niveau de leur fonctionnement, à ton avis? Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai vu de toutes les sortes, même dans des entreprises milliardaires, comme des petites entreprises. C'est de ton à de top. Et tu vas avoir le conseil d'administration et l'entreprise qui va ressembler au chair, ses valeurs, ses idées, puis éventuellement la santé financière ou la réputation de l'entreprise
va se faire connaître. Alors oui, quand on fait nous-mêmes une entrevue avant d'embarquer sur un CA et on valide sa réputation, mais le tone at the top et interviewer le chair est excessivement important avant d'accepter un poste sur un conseil. Tout à fait. Moi, je pense que les outils réglementaires sont encore très utiles pour ce genre de choses-là. On posait la question, qu'est-ce qu'on fait d'un administrateur qui n'est pas présent aux rencontres, moi, je pense, de ce que j'ai vu personnellement, j'ai vu des conseils de start-up, d'OBNL, qui sont beaucoup plus sophistiqués que des grandes sociétés. Mais ce qui aide peut-être les grandes sociétés qui sont cotées à la bourse, c'est les règles au niveau législatif. Maintenant, les sociétés cotées à la bourse, il y a des votes qui se font par administrateur. Et l'expérience qu'on a depuis récemment, c'est que les sociétés qui sont cotées à la bourse, dont l'administrateur ne se pointe pas aux réunions, le taux d'abstention est très élevé. La société est forcée de demander à l'administrateur de démissionner. On prêche tous la vertu, mais c'est sûr que moi, je suis l'avocat, je suis peut-être là pour dire que les outils législatifs sont souvent le remède, mais malheureusement, je pense que souvent c'est le cas, puis on pourra en parler à l'égard de la diversité, mais à l'égard de ce genre de comportement-là, pour les sociétés cotées à la bourse, ça a quand même été une solution à un problème qui ne disparaissait pas. Effectivement. Il y a aussi de moins en moins de postes d'administrateurs à vie. Hein? Heureusement. Maintenant, il y a des termes. Oui. Alors, si on ne réussit pas à lui dire en transparence dans son terme de 4 ans, alors on peut organiser des choses pour que le renouvellement ne se produise pas. Oui, 4 ans, ça peut être long, par contre, avec quelqu'un qui contribue. Il y en a des, c'est ça. Mais effectivement, puis les termes, en fait, ça m'amène au dernier point que je voulais couvrir avant qu'on prenne les questions, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes avant de prendre les questions de la salle. Les termes, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour plein de raisons. C'est une des raisons, mais c'est aussi pour pouvoir justement ouvrir le CA à d'autres expériences, notamment les femmes. L'Autorité des marchés financiers a mis ça dans ses réglementations, dans le Comply or Explain, se conformer ou s'expliquer, où on exige que les entreprises fassent une certaine rotation pour que justement les personnes qui commencent à s'encrouter autour de la table, qui sont là depuis des 20 ans, parce qu'il y en a, puissent céder leur place, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux femmes, etc. Moi, j'aimerais prendre les quelques dernières minutes qui nous restent pour évidemment avoir un petit débat sur la question centrale de la gouvernance au féminin, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener plus de femmes dans les organes décisionnels? On en engage. Excellent. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Je vais me positionner comme un vieux président de conseil qui répond à Caroline Cotzy qui dit « Pourquoi vous n'avez pas de femmes sur le sort ?» « Bon, j'en trouve pas. » Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? On va t'en trouver. Est-ce que je peux vous aider? J'ai ma liste dans ma poche. Que recherchez-vous? Voilà. Je vais vous aider. C'est quand même un enjeu important. Hein? Quand on n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, c'est un peu ce concept-là. C'est triste d'arriver à une limite où on doit mettre des règles et ça je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me fait toujours un peu titiller quand on m'approche pour être sur un board pour dire, bien là, on a besoin d'une femme. Excuse, déjà, ça ne me tente plus. Hein? J'aimerais mieux qu'ils m'abordent parce qu'ils ont de l'intérêt à mon expertise, à mon dynamisme, que plutôt c'est parce qu'on a besoin d'une femme. Oh, ouais. Mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas l'expertise, l'éducation et l'expérience, ils t'auraient abordé juste parce que tu es une femme? Non. Je pense pas. OK. Ça ne donne pas ce feeling-là. Hein? Oui, c'est question d'interprétation. Mais disons que je pense sincèrement qu'à un moment donné, puisqu'il va falloir qu'on accélère les choses, puisqu'il va falloir qu'on reconnaisse que si on laisse les choses aller naturellement, ça va prendre, selon les études, 72 ans, d'autres disent 118 ans. Choisissez celle que vous voulez. Moi, ni l'une ni l'autre ne me convient. Est-ce qu'il ne va pas falloir imposer des choses que les Européens ont mises en place depuis des années et qui fonctionnent, qui font en sorte que finalement les entreprises... Eh bien, d'ailleurs, on regarde au Québec, les sociétés d'État, ça y est, elles ont la parité. Miracle. Est-ce que c'est des femmes, juste pour terminer, est-ce que c'est des femmes incompétentes sur ces CA-là? Elles sont excellentes. Et puis d'ailleurs, si elles étaient incompétentes, on aurait peut-être enfin une certaine égalité. Hein? Moi, c'est sûr que je suis l'homme sur le panel, mais
Fait que j'accepte peut-être que j'ai un point de vue différent là-dessus, mais j'ai longtemps pensé que la réglementation, forcer les entreprises, forcer les entités, quelles qu'elles soient, à devoir avoir des femmes sur le conseil, c'était pas la solution. Moi, je me suis dit, c'est absurde, on est obligé d'en venir à ça. Mais force est de constater qu'on est peut-être rendu à l'absurde, que les gens sont imbéciles. Non, les hommes sont hommes. Je regarde les statistiques. Là, au Canada, on a de la réglementation depuis des années sur le fait que les sociétés doivent divulguer leur politique au niveau de la diversité sur les conseils d'administration. Je parle des sociétés cotées à la bourse. Doivent essayer justement de justifier quels efforts ils ont faits et pourquoi. Aux États-Unis, ça fait encore plus longtemps que nous. C'est depuis 2009 que le règlement ESCA existe. Et si on regarde ce qu'ils ont accompli aux États-Unis, il y a eu une augmentation. Ça a passé de 19 à 25 bravo, il y a eu 5 de plus. Nous, au Canada, on est à peu près, on est pire encore. On est, je pense, 15 à l'échelle du Canada, 18 au Québec. Divulgation, de ne pas forcer, ça ne marche pas. Ceci dit, je ne suis pas certain, moi, que même s'ils ont les chiffres les plus élevés, que la réglementation, les modèles européens sont ceux qu'on doit adopter. Moi, je crois beaucoup que, ultimement, money is king. Moi, je pense à l'exemple qu'on a eu là, de la question de la rémunération. La meilleure influence qu'on a eue sur le comportement du conseil en question, ça a été quand on a eu des investisseurs comme la Caisse de dépôt et PSP qui sont venus dire « Désolé, là, mais nous, on vote contre. » Puis même s'ils n'avaient pas un nombre d'actions de contrôle, c'était sur le plan, l'impact que ça a eu, là, sur le plan politique, l'impact que ça a eu, quand deux investisseurs de cette taille-là viennent dire « Non, non, nous, on n'accepte pas cette politique de rémunération-là. » Moi, je pense que si, via la réglementation, je pense que c'est un outil législatif que ça prend, on amenait nos entités qui sont les investisseurs, les sociétés d'État comme la Caisse de dépôt, les fonds de pension privés, non pas à dire vous n'investirez plus des entreprises sauf s'ils ont la parité, il faut quand même rester compétitif, mais de les amener à forcer les entreprises à faire en sorte que le capital ait une influence sur l'entreprise dans laquelle ce capital-là rentre, de dire amener un changement de comportement, comme on a fait il y a plusieurs années avec l'environnement. Moi, je travaille dans les fonds d'investissement. On a les politiques ESG dans les fonds d'investissement, environmentally, socially, governmentally responsible. Ça n'a pas fait de révolution. Des fois, c'est juste du papier. Mais ça a quand même amené, dans beaucoup de cas, un changement de comportement. Ça a surtout fait en sorte que les comportements complètement drastiques et anti-environnementaux il n'y avait plus d'investisseurs. Je pense que c'est là qu'on doit attaquer. Le modèle législatif, forcer les entreprises, c'est peut-être pas la façon, mais si on fait en sorte que ceux qui ont le chèque, là, qui ont le dollar, amènent ces entreprises-là à dire « on a besoin de femmes sur notre conseil d'administration », on va fouetter un peu le Boys Club. Ce n'est pas la bonne façon de le faire, mais malheureusement, de toute évidence, là, il y a besoin d'être fouetté, le petit Boys Club. Oui, ben, c'est un très bon point. Ça risque quand même de prendre un petit peu de temps, plus que ce qu'on a vu en France, c'est une évolution absolument fulgurante. Par contre, je suis d'accord que ça ne règle pas tout. C'est-à-dire que quand on les force à amener les femmes dans les conseils d'administration, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, mais après, ils ne focusent pas sur le comité exécutif et puis les lacunes demeurent. Et si on regarde les pays scandinaves qui sont les précurseurs au niveau des quotas, oui, ils ont la parité depuis bien longtemps, mais ils ont en bas de 20% de femmes dans les comités exécutifs parce que là, il n'y a pas de législation donc, il y a un plafond de verre à ce niveau-là. Il y a un plafond de verre encore, exactement. Et bon, en France, ce qu'ils sont en train de mettre en place, et on va voir, seul le temps le dira, c'est de mettre en place vraiment beaucoup de mécanismes dans les entreprises pour permettre aux femmes de faire progresser leur carrière. Il y a un focus qu'on voit aussi en Grande-Bretagne, qui n'a pas de quota, alors qu'ici au Canada, on a vraiment besoin de faire en sorte que les bottines suivent les babines parce que alors qu'on donne une impression d'être tellement avant-gardiste et tellement féministe et ouvert à l'apport des femmes, dans les faits, ça ne se traduit pas du tout dans les entreprises. Et je vais juste vous mentionner un nouveau programme qu'on lance à la gouvernance au féminin parce que je pense que ça va avoir un impact énorme. Et c'est la certification parité, qui est comme un ISO, si vous voulez. Donc, on va mesurer les entreprises à tous les niveaux. On ne va pas juste mesurer la parité dans les conseils d'administration et dans le comité exécutif, mais on va regarder depuis les postes d'entrée sur une quarantaine de points et on va pouvoir évaluer les entreprises. Et le questionnaire a été validé avec McKinsey et compagnie, avec l'ordre des CRHA. Donc, on est vraiment en posture d'avoir quelque chose d'extrêmement robuste et qui, je pense, va encourager les entreprises à vouloir le faire et montrer patte blanche et dire oui, j'ai mis en place, et c'est pondéré par industrie, donc on ne va pas attendre la même chose d'un SNC-Lavalin qu'on va attendre d'une industrie typiquement plus féminine. Alors ça, c'est important. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? J'ai trouvé très intéressant ce commentaire. Andrea et moi, on arrive de Stockholm et on était au International Women Forum. C'était très, très intéressant.
Et oui, effectivement, au niveau des pays scandinaves, au niveau de la réglementation, ont beaucoup amélioré la contribution des femmes sur l'exécutif. Mais puis ça a aidé à la santé financière des entreprises, mais ça a apporté des changements différents au niveau social aussi. Oui. Ce qu'ils rencontrent dans ces pays-là, si on regarde Amsterdam, Copenhague, Stockholm, beaucoup plus fort au niveau de l'intégration et de l'inclusion, de la diversité. Parce que la femme a poussé ces programmes-là. Donc, puis c'est peut-être une lacune qu'on a au Québec, souvent, t'inclus et t'intègres par la culture, par la langue. Alors, dans ce temps-là, il faut que tu aies des programmes d'inclusion et d'intégration où tu forces ces investissements-là, puis tes inclus. Alors, ça a d'autres avantages qu'économiques que ces pays scandinaves-là sont en train de se rendre compte. Juste sur l'urbanisme des villes, plus penser au vélo, moins la pollution, plus le transport en commun. C'est ailleurs, souvent, que l'influence à court, moyen et long terme se fait sentir, mais je suis, comme toi, complètement pour la réglementation. Complètement pour la réglementation. Pour la réglementation. Oui. Moi On aussi. est rendu là. Fais-tu un petit vote? Alors, on va... la suggestion de José, c'est de faire un petit vote. Avant de faire le vote, je vais juste vous dire une chose. Tu veux vendre Je vais juste dire qu'effectivement, la performance financière des entreprises, et ça c'est prouvé et largement par de très nombreuses études, que la performance financière est positivement impactée. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste dans l'intérêt des femmes, c'est autant dans l'intérêt des hommes, c'est dans l'intérêt de nos sociétés et de notre économie. D'une part. D'autre part, au niveau de l'engagement des employés, au niveau du branding, au niveau de la culture d'entreprise, c'est également démontré que c'est un plus. Alors, c'est au-delà de dire on est en 2017 et il faut faire quelque chose d'équitable et de juste pour les femmes. C'est tout simplement de dire que voilà, on a la recette pour mieux performer. Comment ça se fait qu'on ne la met pas exactement, d'urgence. Voilà. Donc bon, maintenant, on va passer au vote. Moi, je suis pour les quotas qui est pour. Ceux qui sont pour, levez la main. Les autres, on vous pardonnera peut-être. Pourquoi la question est Bon, pas claire? alors, je pense qu'il y a quand même... pour moi, il y a quand même une majorité. Oui, mais La Oui question ou non? était claire. Est-ce que vous avez vu comme moi, il y a une majorité? Il y a une majorité. Moi, j'ai témoigné en commission parlementaire à Ottawa. Comment? 50 plus 1, 50 plus 1. J'ai témoigné en commission parlementaire à Ottawa la semaine dernière et je peux vous dire que on n'est vraiment pas loin de cette décision-là sur le plan gouvernemental. En tout cas, cette commission-là, qui était la commission évidemment du statut de la femme, la commission permanente, est vraiment en train de travailler à monter un dossier et je les aide là-dedans pour convaincre qu'une loi soit voilà. Et là, il y a un projet de loi C-25 que j'estime ne pas être assez contraignant, qui est encore à divulguer ou s'expliquer. Alors, ceci étant dit, on a un micro qui est là, puis on aimerait bien vous entendre. Avancez-vous vers le micro, commentaires, questions, suggestions, n'hésitez pas. On vous demandera de vous annoncer, vous êtes qui, votre titre, pas votre bio, juste votre titre et votre nom, et puis que votre question soit claire et concise. Bonsoir. C'est on? Dis 2 mots, dis bonjour, allô, 1, 2, 3, test. Non, est-ce qu'on peut avoir le micro là-bas, s'il vous plaît? Est-ce qu'en attendant, ce micro-là fonctionne? Non. Bonsoir, merci beaucoup parfait. pour ce panel très intéressant. Je m'appelle Anne-Solène Rioux, je suis une spécialiste en développement des affaires. Vous avez abordé tout à l'heure la problématique de se débarrasser de membres du conseil d'administration. Comment réagiriez-vous pour résoudre une problématique de présidence de conseil d'administration? Mais le président, est-ce que je peux la prendre? Oui. D'après moi, le président se fait évaluer aussi par les administrateurs. Et absolument, il doit avoir une... Bon, maintenant, je pense, si tu es public, les investisseurs... C'est pour un OBNL, pardon, j'ai oublié de préciser. Pardon? Dans le cadre d'un OBNL. C'est un cas d'OBNL. Alors, dans mon cas à moi, d'OBNL, je vais être évaluée par l'ensemble des administrateurs sur des critères. Bon, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je viens de me faire une description de tâches avec des objectifs
que j'aurais mis aux administrateurs du conseil. Il y en a 18. Et ils vont m'évaluer en fonction de est-ce que j'ai livré mes priorités. Maintenant, si à la base, on n'a pas de description de tâches, puis on n'a pas d'objectif, puis on ne s'est pas donné des priorités pour l'année, bien oublie ça, tu ne peux pas évaluer. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais je pense que c'est une bonne gouvernance, avoir une description de tâches et des priorités au président du conseil. Absolument. Les administrateurs devraient l'exiger et devraient demander « Je le veux, comment veux-tu que moi, comme administrateur, je fasse un bon travail si je n'ai même pas tes objectifs? » Et si je peux me permettre, en termes d'évaluation, vous parlez d'une évaluation, c'est une évaluation annuelle dans le cadre de votre mandat ou c'est une évaluation aux 4 ans? Une évaluation annuelle. Annuelle? Oui. Oui, tout à fait, qui se fait avant les assemblées générales annuelles, les fins d'année, calendrier. OK. Merci. Plaisir. Merci, monsieur. Bonsoir, Franck Saint-Elmy. Très beau panel. Vraiment, je suis enchanté d'être ici ce soir. Merci à Michel pour m'avoir invité. Je suis candidat pour le MBA en 2019. Et je suis aussi entrepreneur. Ma question, c'est une question qui est très évidente. On parle de diversité. Quand vous allez dans les chaires de recherche de l'université, j'étais conférencier la semaine dernière à des étudiants en relations industrielles. C'est les Nations Unies. Polytechnique, les Nations Unies. Le TS, les Nations Unies. McGill, vous voyez où est-ce que je m'en vais. Et quand on regarde les hôpitaux, les médecins, les Nations Unies. Par contre, quand on regarde sur les conseils d'administration des universités, des hôpitaux, des sociétés d'État, on dirait que ça n'existe pas, les Nations Unies, ici au Québec. Alors, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la législation, c'est la façon de régler le problème, ou est-ce que vous pensez qu'il y a systématiquement un refus d'admettre que la société est beaucoup plus diversifiée que hommes-femmes, jeunes versus plus vieux? Très bon point. J'oserais. Je le vis en ce moment dans le cadre de mon travail. On fait du recrutement pour des postes dans des conseils d'administration. Je le mettrai encore sur ma page Facebook, vous viendrez voir, là, une nomination et une consul. Là. Puis, je crois que, effectivement, les gens qui appliquent sont majoritairement des hommes blancs. Majoritairement. Et là, on se dit, comment on va faire pour aller les rejoindre? Je crois que c'est les réseaux, les créneaux de communication qui ne sont pas les mêmes ou les réseaux qui ne sont pas les mêmes. Et dans mon cas, la fonction publique ou même les organisations privées, donc les travailleurs, ne connaissent pas ces réseaux-là pour aller recruter des gens qui viennent de cultures différentes. Vraiment. Je pense que c'est ça, parce que dès qu'il y a quelqu'un dans notre réseau public qu'on voit là, qui vient dans les cocktails, tout ça, écoutez, il se fait recruter tout de suite. Mais allez rechercher ces gens-là si vous avez la réponse à cette question-là, là, comment aller les chercher ou par quelle radio, puis tout ça. Vous allez dire présent, je suis présent, là, mais... Non, en fait, j'allais dire, ça me surprend et désole que ce soit ça la réponse. Je vais vous dire honnêtement, j'en connais des centaines et des centaines de gens compétents. Il faut regarder. C'est vrai que c'est pas, les communautés culturelles ne sont pas ceux qui vont être le plus impliqués dans le réseautage. Mais c'est 1 degré de séparation. LinkedIn, Facebook, Google, Twitter, whatever. Mais il y a beaucoup d'outils où est-ce qu'on peut rejoindre des gens compétents issus de la diversité. Et je pense qu'il y a un effort plus systémique qui doit être fait versus que juste dire, bon, ben on n'a pas de candidat. Je sais. Mais c'est ça, c'est On comprend. la façon de recruter, elle n'a pas évolué. Allez dans les cocktails de José. Non. Mais moi, j'amènerais ça même plus loin, les médias. Oui, c'est vrai, aussi. On a d'autres... Oui, madame. Oui, bonjour. Suzy Baudouin, dans le monde du TI. Je crois fermement qu'il faut avoir une législation pour nous aider à amener plus de femmes au niveau de la gouvernance. Fait que ça, oui. Par contre, je trouve qu'il faut un petit peu plus parce que nous, les femmes, on est nos pires ennemis. On n'est pas très gentilles une avec l'autre. On ne s'entraide pas toujours une fois qu'on est rendu. Donc, oui, une législation pour nous aider à rentrer dans ces postes-là, mais une fois en place,
Il faut qu'on s'entraide. Et je crois fermement au mentorat, au sponsorship, à l'entraide féminine. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a un déclencheur pour vous, mesdames, je m'excuse, monsieur, qui vous a aidé justement à aller plus loin, à prendre des postes de gouvernance? C'était quoi votre déclencheur personnel? Est-ce que vous avez été mentoré, sponsorisé? En ce qui me concerne, ça a été principalement ma passion, mon intérêt, et j'ai été mentorée, recrutée majoritairement par des hommes. J'ai eu un mentor pendant plusieurs années qui était président d'un board d'une grande société canadienne. Donc, j'étais curieuse tout le temps. Comment on se positionne. Tu sais, il y a comme je dirais qu'il y a comme un profil pour arriver à ces fins-là. Il faut naviguer, hein, puis il faut apprendre certains jeux politiques ou certaines façons d'être reconnu parce qu'on a cette fâcheuse habitude de s'autocritiquer tellement qu'on ne se trouve jamais suffisamment bonne, alors que ce n'est pas tout à fait ça qu'il faut faire si on veut finir par adhérer à des boards. Alors, comment faire mieux valoir qui on est, nos forces et tout ça, ça aide beaucoup à être mieux positionné et ainsi vu et ou perçu et ou reconnu, non pas seulement parce que tu es une femme, mais bien parce que tu as du pic puis tu as beaucoup plus que juste être une femme. Alors, tu vois, c'est un tout qui recrute. Moi, ça a été ma façon de me positionner dans ce monde-là. Merci. Oui, je pense que c'est très vrai qu'il faut savoir s'entourer et que beaucoup de femmes ont tendance à réseauter dans des associations de femmes pour femmes, par femme, entre femmes. Et ce n'est pas la meilleure chose à faire. La gouvernance au féminin, pour ceux d'entre vous, et j'en reconnais énormément dans la salle, merci d'être là, vous savez combien il y a d'hommes qui gravitent autour des événements de la gouvernance au féminin, 40%. Et c'est encore, puisque c'est encore les hommes qui ont le pouvoir, puisque c'est encore 95% d'hommes PDG, 85% d'hommes dans les conseils, etc., il faut quand même se dire que c'est eux, plus souvent qu'autrement, qui vont ouvrir la porte et donner une chance. Merci. On va prendre une toute dernière question. Ah, on a 2 personnes. OK, on va prendre 2 dernières questions. Allez-y, madame. Bonsoir. Carole Jens, IMBA 2010. Je suis entrepreneur et dirigeante d'une entreprise privée, d'une PME. Vous mentionniez au début de la conférence le besoin d'amener un CA pour la gouvernance. J'ai un CA qui gouverne moyennement. Et je dirais que la question que j'ai pour vous ce soir, c'est comment adresser la gouvernance autrement que par un CA. Une petite entreprise ou une moyenne entreprise ou une familiale n'est pas forcément prête à ça. Donc, comment agir à l'extérieur d'un CA parce qu'il y a d'autres façons d'amener la gouvernance, au féminin ou non? Moi, je peux peut-être parler de l'expérience que j'ai eue. Moi, je travaille beaucoup avec des fonds d'investissement dans le domaine du capital de risque. Les startups dans le domaine du capital de risque ont trouvé une solution vraiment qui est extraordinaire au fait qu'ils ont besoin, des fois, ils ont besoin de capital, mais une des choses qu'ils ont besoin encore plus, c'est de l'expertise. Et beaucoup de ces startups-là, de ces entreprises-là, créent des comités aviseurs. Puis, je parle de start-up, mais bizarrement, nous, comme cabinet d'avocats, on est une grande entreprise de 500 employés. On est sur le point un peu de faire la même chose pour essayer d'aller chercher de l'expertise qui est dehors du juridique. On est en train de faire la même chose, de créer un comité aviseur pour aller chercher de l'expertise. C'est une solution géniale pour justement, puis souvent c'est une transition aussi peut-être vers un modèle où le conseil d'administration va avoir des gens avec une plus grande diversité. J'en ai parlé au tout début, qu'il faut essayer d'aller chercher des gens dehors de l'industrie pour ceux d'entre nous où on a des CA des fois un peu plus inclusifs, moins inclusifs. Le comité aviseur peut être une transition vers ça, mais c'est une façon d'aller amener les gens de l'extérieur qui, si on leur propose un conseil d'administration, ils vont peut-être être réticents, puis qui peuvent amener leur expertise. Donc, les startups le font beaucoup. Je pense que c'est la solution. C'est une façon de s'entourer de gens. Et je ne connais pas exactement dans quelle entreprise vous évoluez, mais je vous dirais, essayez. Votre conseil d'administration va bénéficier tellement de l'enseignement que ces gens-là vont vous apporter. Puis, éventuellement, naturellement, vous allez migrer vers un système où ces gens-là, ils vont siéger sur votre conseil, puis ils vont changer complètement la gouvernance de votre société. Puis, je parle de start-up, mais comme j'ai dit, nous, on est un bureau d'avocats, on est 500 employés, puis on avait juste des avocats avant que notre CEO arrive qui étaient sur le conseil.
conseil. Et là, on est en train de mettre en place un comité aviseur de non-avocats. Donc, même si c'est fréquent chez les startups, ça s'applique à beaucoup d'entreprises dans des industries où on ne s'imaginerait pas que ça pourrait être pertinent. Merci beaucoup. Monsieur? Je m'appelle Maxime Paulus-Gosselin, je suis le propriétaire d'une start-up de Montréal et je voulais mettre en lumière la possibilité d'avoir des comités aviseurs, mais c'est déjà tout fait. Je vais poser une question détournée. Est-ce que la gouvernance au féminin fait la promotion des comités aviseurs pour que des entreprises détenues par des femmes ou que des femmes administrateurs puissent participer à des comités aviseurs plutôt qu'à des conseils d'administration? Ben écoutez, pour tout vous dire, nous, notre objectif, c'est vraiment d'outiller les femmes pour qu'elles fassent avancer leur carrière de manière à ce qu'elles soient de bonnes candidates, que ce soit pour un comité aviseur, que ce soit pour un comité exécutif, que ce soit pour un conseil d'administration. Parce que pour pouvoir être prête pour siéger dans un conseil d'administration d'envergure, pour aspirer à en prendre un jour la présidence, etc., ça ne peut pas se faire sans que cette personne-là ait un bagage, une expérience professionnelle suffisamment avancée. Donc, c'est vraiment l'angle que nous travaillons. On a un programme de mentorat qui vise ça. Puis, on a également, évidemment, l'angle de la sensibilisation des hommes sur l'importance d'ouvrir la porte aux femmes, etc. Donc, d'une part, les femmes commencent à se préparer sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, c'est-à-dire surmonter sa modestie féminine, passer par-dessus ses peurs et prendre des risques, etc. Parce qu'on se rend souvent compte que quand un homme ou une femme sont en train d'explorer une possibilité d'emploi, la femme, si elle a 80% des attributs, elle va commencer déjà à focuser sur les 20% qu'elle n'a pas pour expliquer pourquoi elle n'est pas la bonne candidate. Alors que l'homme qui n'a que 50% est en train de dire qu'il est l'homme de la situation. Et bravo, et ils ont raison, et je pense que les femmes doivent aller vers ça. Mais je pense que comité aviseur, conseil d'administration, c'est tout aussi important de se positionner. Donc, je pense que ça conclut notre... Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Merci. Quatre femmes remarquables et un homme qui l'est aussi. Merci. J'ai beaucoup aimé, José, quand tu as dit « c'est très important de lire les bios des gens qui viennent au conseil d'administration ». Et puis, on a eu la chance de mieux vous connaître aujourd'hui. On est très, très fiers ici, à l'Executive MBA, de compter, c'est le programme qui compte le plus de femmes au monde. La cohorte actuelle, 23 femmes, 23 hommes, 50%. Alors, bravo. Alors que la moyenne mondiale est de 25%. Également, Franz, ta question, le leadership que tu vas apporter à ta cohorte, et qui à chaque année, nous avons des leaders qui viennent de communautés de 20 à 25 industries différentes, et qui ont des parcours, qui viennent de pays et qui se rencontrent dans l'exécutif MBA à McGill et HEC Montréal, qui est vraiment une équipe. On a réuni Montréal avec l'exécutif MBA, puis on est en train de faire la même chose. Alors, c'est beaucoup de fierté, hein? Puis Louise, tu l'as dit, puis tu es tellement un bon exemple de ça. Tu as tellement encouragé le talent chez toi. Les femmes autant que les hommes, et tu as dit « the tone at the top ». Ça fait toute la différence. Alors, on a des cadeaux pour vous, parce que dans ces 25 industries-là, on a la chance d'avoir, on pourrait dire, un parrain du champagne. Alors, on a un petit peu des petits cadeaux pour vous. Merci beaucoup, merci infiniment. Moi, je suis ici et je vous parle, j'ai mis mon plus beau veston, mais je n'ai rien fait. La personne qui a été la maître d'œuvre de ce panel, c'est ma collègue Stéphanie Messé. Je ne sais pas où elle est, il faut l'applaudir. Elle est formidable. Alors, un dernier mot, il va y avoir un don qui va être fait à la gouvernance au féminin. Vous avez vu également peut-être, certains d'entre vous ont fait des petits dons pour l'étoffe du succès, Dress for Success. Alors, c'est intimement relié, tout ça. C'est une démarche de prendre confiance en soi, et la confiance, elle est clé. Encore une fois, merci. Je pense, est-ce qu'on a encore du vin? Est-ce qu'on prend? On peut discuter encore un petit peu à l'extérieur. Sinon, bonne soirée et à très bientôt. Merci. Does
it happen to you?